Donc, je vais vous parler de PostgreSQL et de NoSQL. Tout d'abord, pour ceux qui me connaissent pas, qui est-ce que je suis? Je m'appelle Quentin Adam. J'ai créé une boîte qui s'appelle Clever Cloud que je dirige. Et en fait, ça c'est mon job de tous les jours. C'est un job assez cool en fait, puisque notre travail à nous, c'est vous inscrivez en fait sur un site. Nous, on est des gens qui aiment pas trop parler aux gens. On est assez dans notre cave et on évite d'en sortir. Et en fait, vous inscrivez sur un site, vous faites fonctionner votre application, vous la postez chez nous, qu'elle soit dans à peu près n'importe quel langage humainement accessible, c'est-à-dire à peu près tout sauf .NET. Et donc nous on va vous gérer le truc, on va vous le faire fonctionner, le redéployer s'il crash, scale up, scale down, vous payez que ce que vous consommez, c'est la vie. Et du coup voilà, enfin nous on est les hébergeurs du coin. Et en fait ça nous a appris énormément de choses à propos de la façon dont les gens développent au quotidien. Les bons designs, les mauvais designs, les mauvaises archis, les bonnes archis. Et on s'est fait une espèce de volonté d'aller un peu partout expliquer ce qu'on a appris en voyant les gens travailler. C'est-à-dire que moi, au début, de base, quand on me disait je vais développer en Python, ça va être génial, moi j'étais un peu là genre... Mais maintenant que j'en héberge plein, j'ai appris plein de trucs sur le Python. Alors il y a des trucs super bien, mais il y a des trucs je suis toujours... Mais voilà, donc on essaye comme ça, avec les équipes de Clever Cloud, d'être un peu dans la redistribution de ce qu'on a appris à travers ça. En fait, aujourd'hui, il y a quand même eu une tendance de fond ces 5-6 dernières années sur le buzzword du NoSQL, qui veut bien dire, bien sûr, not only SQL et non pas de SQL. L'idée de base était de dire il n'y a pas seulement le SQL, il n'y a pas seulement l'acidité. Ça a donné lieu à un gros paquet de bases de données différentes, énormément de possibilités offertes aux développeurs. Des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, avec des choses qui vont respecter un pattern acide, pas respecter de pattern, briser les schémas, travailler sur de la concurrence en écriture, etc., de la haute availability. Et en fait, tout le monde s'est un peu jeté sur ces trucs-là, ou alors s'est érigé contre, alors que fondamentalement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut avant tout penser à propos de comment on va stocker notre donnée. C'est-à-dire, on va réfléchir à propos de qu'est-ce qu'on est en train de faire et dans quel sens. Je vous propose de travailler sur un petit exemple. L'exemple sur lequel on va travailler, c'est, on imagine un logiciel dont le travail est de stocker des playlists, un peu cross-system. C'est-à-dire, vous avez des playlists qui viennent de Spotify, de SoundCloud, de Deezer, whatever. Avec la gestion d'un historique, voilà. On a des playlists, on est en train de jouer des playlists, on a différents backends et une gestion d'historique. Et ça nous donne comme entity, fondamentalement, un user management, des playlists et une track history. Le truc, c'est que la donnée track, elle est hétérogène, puisqu'elle vient soit de Deezer, soit de SoundCloud, soit de X, et là on pourrait imaginer que les product owners vous poussent la dépendance à un nouveau truc. La donnée, fondamentalement, n'a pas de sens. Donc soit à l'entrée dans le système, vous allez normaliser la totalité de votre donnée, et ça c'est super chiant à faire. Soit vous allez vous dire c'est cool, on va être schemless. Et dans ces cas-là, on va utiliser du NoSQL. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord. On a une capacité d'avoir une espèce de grande JSON avec une taille arbitraire de profondeur, c'est-à-dire qu'on peut avoir des objets dans des objets dans des objets. Les API dans lesquels on va taper vont être fondamentalement JSON sur 95% des cas, donc c'est super top. On n'a pas trop de transformations à faire. Donc on se dit, cool. Je vais faire mon NoSQL. Allez, bam, j'ai tout collé dans une Mongo. On aurait besoin d'être sûr qu'on n'a qu'un seul utilisateur qui a cet email-là. Ah. Ça, c'est une contrainte. On le connaît tous en SQL, la contrainte. C'est cool. On fait constrainte unique. Le truc... Qui a déjà utilisé une contrainte à 2 paramètres?
Ça, c'est un truc que les gens réalisent peu quand ils travaillent en SQL, mais vous pouvez faire des contraintes un tout petit peu plus compliquées. Je veux je veux qu'il y ait qu'un seul email unique par pays. Et vous faites comme contrainte un couple sur email pays. C'est quelque chose que vous avez le droit de faire. Vous pouvez également faire une contrainte qui exécute une fonction. C'est-à-dire que vous pouvez décider, il n'y a qu'une seule personne dont le nom peut commencer par A. Et donc, vous allez mettre une contrainte sur unique A pourcentage. Enfin, vous tapez une petite fonction de string de string dans PG. Ça, c'est des contraintes qui sont extrêmement puissantes. Aller coller le même genre de contraintes dans une NoSQL, bah, ça signifie en général, je recherche ce que j'ai déjà, le bordel me répond et je prends ma décision. Mais c'est pas une contrainte qui est gravée dans le data store. C'est-à-dire que si quelqu'un colle un script de batch d'import qui ne pense pas à faire ça avant, potentiellement je pète ma contrainte, puisque la contrainte n'est pas gravée dans le data store. C'est clair ce que j'ai raconté ? Maintenant, imaginons que le product owner commence à vous dire quels sont les tracks qui ont été joués entre 8h et 9h en weekdays. Essayez de modulariser cette contrainte dans un Mongo. En fait, vous vous retrouvez dans une espèce de cas où vous allez ouvrir tous les objets, vous allez regarder, vous allez calculer avec les dates, vous allez décider si vous les ajoutez, etc. dans un MapReduce, ou alors vous allez faire un aggregation framework. C'est la manipulation de date. Alors déjà, la manipulation de date en informatique. Et ensuite, la manipulation de date va commencer à devenir quelque chose de potentiellement fortement désagréable. Si en plus, le mec commence à rajouter dans la zone de Paris, dans genre, imaginons que nous avions tagué toutes les plays d'un index de géolocalisation parce qu'on se servait de la géolocalisation dans le browser et qu'on voulait savoir que les mecs étaient physiquement à Paris. Quand vous commencez à rajouter les opérations de définition s'il y a un point de géolocation et ou non dans une zone donnée en géolocation, là on commence à monter tranquillement sur une recherche qui commence à devenir franchement désagréable. Donc, encore une fois, l'exécution du « voilà, j'ai besoin d'explorer ma data sur des données relationnelles et de transformation », ça devient chiant. Mais si maintenant je vous dis by mail user, ça veut dire qu'il me faut une relation pour chaque track joué au user qui l'a joué. Donc ce dont on a besoin, c'est une relationship. Bon, puis là après le mec s'éclate, on a besoin d'un ordre, et bam, on va faire de la pagination en plus. La fin du monde. En fait, on connaît déjà tous ces mots-clés. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a déjà rencontrés, et on les a rencontrés en PostgreSQL. Essayons de créer 2 secondes notre table. Donc on va définir qu'on a une table track avec des choses relativement statiques dedans. On a 2 références et on a une primary key. La primary key, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une UID, pas un serial. Pourquoi ? Moi, j'ai toujours adoré les mecs qui viennent me voir en m'expliquant qu'ils ont 2 millions d'utilisateurs. Et en fait, quand je crée mon compte, je suis l'utilisateur numéro 42. C'est noté en gros dans l'URL. L'auto-incrémente de MySQL a fait des ravages. Si vous voulez, à un moment, pouvoir cacher des choses d'un point de vue business, décider à qui vous dites ou pas ce que vous faites en termes de business, le fait de ne pas faire de serial va être important. Même en admettant que vous faites tous avec des slugs, etc., il y a toujours un moment où le serial il va sortir. L'ID primaire, il y a un moment où elle va sortir, elle va se trouver dans un JSON, whatever. Et donc, à ce moment-là, vous allez être en train de révéler des choses sur le business que vous n'avez pas envie de révéler. Ensuite, si vous vous plantez dans une requête SQL et que tout le monde est en serial, fondamentalement, vous avez des objets dans votre database qui ont la même ID, alors qu'ils ne sont pas du tout dans la même table. Hein. Par contre, une requête qui va juste donner un gros échec et qui va juste se planter dans un cas, peut devenir une requête
qui va complètement détruire une partie des données importantes de votre base dans un autre cas. Parce que les ID portent le même nom. Donc encore une fois, utilisez des UUID quand vous faites des clés primaires. N'utilisez jamais de serial. Si on continue à écrire notre table, on voit qu'on a un certain nombre de choses relativement traditionnelles, des textes, des intervalles, des timestamps, des statuts. Alors la première chose, c'est utiliser toujours des enums. En fait, un enum, il est no cost en Postgre. C'est-à-dire vous ne le payez absolument pas en perf. Par contre, quand vous lisez une table, avoir le nom de l'état, ça, c'est quelque chose de clair. C'est pas quelque chose qu'on comprend pas. C'est quelque chose que tout le monde est capable d'appréhender dans sa requête SQL. L'autre chose à propos de ça, c'est les gens qui mettent des flags booléens pour un oui ou pour un non. Et après, on se retrouve avec des croisements de cas d'ACL où en fait, il faut regarder à 6 flags booléens quelle est la valeur. Et on en définit le statut de la personne en faisant une espèce de jeu de noir-blanc, une espèce d'empreinte de flag booléen. Ce qui veut dire en fait qu'on a une multitude de cas incompréhensibles. C'est-à-dire que vous avez une multitude de possibilités qui sont pas testables. À partir du moment où vous allez arriver à 6 flags booléens, ça vous donne une quantité de possibilités complètement n'importe quoi. Et donc potentiellement quand c'est de la gestion de droit ou quand c'est de la gestion d'options, ça va devenir imbitable. Alors que si vous utilisez des options clairement dans un enum, vous savez ce que vous faites. L'autre chose hyper importante, c'est toujours utiliser un timestamp avec timezone. C'est-à-dire que quand vous manipulez une date en informatique, vous êtes toujours en train de flirter avec le démonisme. Les chances pour que ça se passe mal sont fortes. Et en fait, si votre donnée, vous ne mettez pas en permanence sur quelle time zone vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler d'une valeur de temps relative. Vous ne savez jamais si quelque chose s'est produit avant, après un autre événement, quoi que ce soit, puisque on parle d'une time zone qui n'est pas fixe. Un temps, il s'est produit dans un contexte, et cet contexte, c'est cette time zone. Je vous jure que vous allez me remercier si vous faites ça. Mais des histoires, on en a plein comme ça. Le fixe de time zone qui décale des agendas entiers sur des sites web parce que les mecs ont décidé de passer en GTC parce que GTC c'est trop bien. Et en fait, la time zone n'était pas fixée dans la database. Vous vous retrouvez avec un agenda qui veut plus rien dire et des scripts d'import qui sont n'importe quoi. Donc mettez toujours une time zone quand vous parlez. Et si je continue ma table, je peux créer enfin mon élément track. Et en fait, là, mon élément track, on voit que c'est un natif JSON ou JSONB dans certains cas, c'est des problèmes de version de PG dont on est en train de parler. Et dedans, on met nativement du JSON valide. Ça, c'est très important. Faut que votre JSON soit valide, sinon PG vous envoie chier. Ce qui est une très bonne chose, ça veut dire qu'il y a une contrainte sur le fait que votre JSON est du JSON. Et pas que vous avez mis du binaire et que vous n'en savez rien. Et en fait, à ça, on peut ajouter une référence, tout ça, etc. On pointe vers user. À partir de ce moment-là, on peut se servir de la puissance d'SQL. Alors, ouais, dans la puissance d'SQL, je veux dire, à partir du moment où vous utilisez une vraie base de données SQL. Je veux dire, un truc genre PostgreSQL, mais pas que vous êtes en train de jouer avec un truc qui prétend depuis des années que c'est un moteur SQL, alors qu'en fait, c'est juste un logiciel simple à installer, et c'est pour ça que ça a plu aux développeurs PHP. Je ne fixe personne en particulier, ça c'est très important de le comprendre. Je suis pas du tout ce genre de personne. À partir du moment où vous êtes là-dedans, en fait, vous pouvez faire des requêtes à l'intérieur du JSON. C'est-à-dire que vous prenez votre champ, vous rajoutez une flèche, double flèche comme ça, et là vous êtes en train de requêter typiquement un champ de votre JSON. C'est-à-dire que vous pouvez réellement aller à l'intérieur, en admettant que payload soit un champ JSON dans ce point-là, vous êtes en train de vous balader à l'intérieur de votre JSON dans votre requête SQL. Alors ça, c'est super méga cool, mais on peut faire encore plus loin. On peut dire qu'à payload que on va utiliser une SQL fonction sur l'intégralité du truc, et donc dans payload, je récupère date, je le considère comme un timestamp TZ, et je fais un date trunk dessus qui me permet d'obtenir juste le mois. Une fonction, enfin le date trunk, c'est quand même un truc qui est super chiant à faire.
Et donc là, vous êtes en train de requêter à l'intérieur de votre data non normée et non formée, et vous dites, genre, moi, je veux ça, je veux jouer directement sur la data, et c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans un count, avec des groupes by, etc. Donc vous êtes en train d'agir complètement sur de la donnée qui est non normée. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous récupérez d'un seul coup toutes les fonctions temporelles de PostgreSQL, qui est une espèce de grosse tuerie. À PostgreSQL, vous pouvez lui dire, je cherche un événement qui se trouve entre cet événement-là et cet événement-là, qui dure au moins tant de temps, et etc. Donc c'est des fonctions de gestion temporelle qui sont extrêmement puissantes. Et là, vous êtes en train de pouvoir les utiliser directement quand vous vous en servez. Directement au moment où vous requêtez. Vous n'avez pas besoin de sortir toute la data du data store. Ensuite, vous allez pouvoir faire un autre truc qui est super cool. Vous allez pouvoir faire des counts. Vous avez déjà essayé de faire d'un count dans Cassandra sur des trucs un tout petit peu tricky? Ça peut devenir... Un count, c'est un truc simple, hein, dont on a souvent besoin, mais ça peut devenir un enfer absolu de le sortir. C'est-à-dire que de loin, vous allez avoir l'impression que c'est une très bonne idée de tout coller dans tel data store parce qu'il répond à tout votre truc, mais vous n'avez pas du tout pensé qu'éventuellement vous allez avoir besoin de faire l'analyse de votre donnée en temps réel pour vérifier par exemple quelle est la grosse d'un product. Et donc en fait, tout le back-end métier va passer son temps à venir pleurer auprès de vous pour avoir la donnée commerciale de ce qui se passe en termes de nombre d'utilisateurs par exemple chez vous. Ou nombre d'utilisateurs présents à Paris. Nombre d'utilisateurs qui se connectent entre 8h et 9h. Bah ça, un count, c'est quand même super pratique. Et je vous parle même pas de faire une requête géolocalisée. Ça, c'est un truc qui est super. Globalement, dans le monde, il y a relativement peu de bases de données qui se comportent bien sur les opérations de est-ce qu'on est dans quelque chose, dans la géolocalisation, qui est une donnée assez intéressante. Et PG est une des bases qui se comporte le mieux, vu que c'est le truc qui fait OpenStreetMap. Donc, c'est super intéressant, c'est que vous récupérez d'un seul coup tous ces modèles de fonctions qui sont optimisés au sein du moteur PG, vous les récupérez parce que vous pouvez les manipuler dans du JSON. Et là, vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est que ça va être extrêmement gourmand en performance. Alors, au début, ça l'était. Sauf qu'ensuite, les gens ont commencé à travailler dessus. Et notamment, à présent, vous pouvez créer des index qui référencent des actions au sein de votre modèle PostgreSQL. Donc, quand vous avez commencé à bosser là-dessus, votre index va se prépeupler et donc votre requête va être hyper rapide dessus. Encore une fois, là, c'est un index avec un seul membre. Mais si vous faites toujours la même requête où votre clause where, elle a 3 conditions, faites des index en intégrant les 3 conditions. Ça sert à rien de créer 3 index uniques. Ça sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est créer un index avec les 3 conditions. Sinon, l'index ne sert à rien. Enfin, en fait, il s'en sert quand même, mais ça reste hyper lent en perf. C'est pour ça qu'il faut créer des index qui sont liés à vos requêtes. C'est clair cette histoire d'index ou il faut que je fasse un point rapide là-dessus? Un index, c'est globalement la capacité à précalculer un certain nombre de valeurs pour que quand vous faites une requête sur ces valeurs-là, ce soit extrêmement rapide. Basiquement, un index, c'est ça. Donc, si vous agissez en permanence sur un certain nombre de conditions, précalculer en quelque sorte le hash de ces valeurs-là va vous permettre d'avoir des requêtes beaucoup plus rapides. Mais quand je dis beaucoup plus rapide, vous pouvez diviser les temps d'accès par des 20 et des 30 quoi, sur des grosses tables. C'est pas des petits gains, les index. C'est pour ça que ça se pense intelligemment. Et donc là, comme vous pouvez faire des index dans une requête JSON, vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement rapide. Et vous gagnez la transactionnalité. Un truc qui est tout con, c'est qu'on nous a souvent présenté des trucs dans les e-shops où on nous dit on a besoin de profils qui sont configurables. Et là, en général, les gens partent dans des gros délires où ils se tapent 4 tables linkées entre elles de propriétés et de data d'insertion de propriétés. Donc, on a une espèce de requête à la fin pour obtenir les couleurs disponibles d'un produit dans un e-shop où en fait, vous allez parler à 6 tables plus toutes les tables de translation. Et vous vous retrouvez avec une espèce d'immonde daube imbitable comme requête, qui est extrêmement gourmand en perf. Là, vos différentes couleurs, vous les collez tout simplement dans un tableau, dans un JSON. Et c'est réglé. Et vous la récupérez directement.
Et dans la transaction, vous êtes capable de gérer la couleur, etc., machin, puisque vous êtes en train de faire une transaction. Et vous récupérez toute la capacité d'acidité de la table, à savoir, on est sûr qu'une requête s'est exécutée après une autre dans l'ordre, l'atomicité est respectée, la transactionnalité, l'idempotence et compagnie. Donc, vous récupérez toute votre base de données, mais vous avez eu la capacité de faire du vrai schema-less. C'est-à-dire que cette chose-là, dans PostgreSQL, ça vous apporte une grosse flexibilité de schema-less qu'avant vous n'aviez pas dans du SQL. En fait, si on y réfléchit bien, en termes de bootstrapping, c'est extrêmement intéressant. Parce que quand on voit aujourd'hui des gens qui vont manipuler 100 ou 200 mégas de données, et qui pour ça vous lancent 3 datastores différents, plus un zookeeper, plus etc. pour faire leur coordination, tu peux leur dire, mais teste ta valeur de produit, colle tout dans PostgreSQL, il est évident qu'à un moment ça va craquer. Parce que l'acidité native de PostgreSQL fait qu'il y a un bottleneck. Et ce bottleneck, vous allez l'atteindre à un moment et ça va crash. Mais vous avez la capacité d'ici là de bootstrapper votre projet dans une seule base de données que vous connaissez bien, où toutes les contraintes métiers vont être mises à l'intérieur, et vous sortirez ces données-là de la base de données après quand vous allez grossir. Mais ça, c'est des problèmes de riches, donc vous serez riche, donc vous aurez la possibilité de lancer 3 datastores. Et donc là, vous êtes... Donc, mon SQL que je fais depuis des années, alors qu'on est en train de me dire de faire du NoSQL, bon, en fait, il fait très bien le job, quoi. Pourquoi est-ce que je m'emmerde? Et là, en fait, les gens commencent à me dire, ouais, en fait, NoSQL, c'est de la bullshit, etc. Alors, oui et non. La première chose, c'est que ça repose un truc, c'est que vous devez choisir votre database et sa version. C'est-à-dire, c'est plus on choisit d'utiliser une base de données, soit un RDBMS lancé dans le vide, dans un univers sans frottement, à une vitesse constante. C'est plus ça du tout. C'est j'utilise PostgreSQL 9.4 sur Linux. Et c'est pas genre, et si jamais je décide d'aller sur Oracle, non, j'utilise PostgreSQL 9.4 sur Linux. Et j'ai choisi ma database et ma version. Vous avez de nouveau le pouvoir, en fait, là-dessus. Et c'est pas un truc qui, éventuellement, est capable de marcher jusqu'à SQLite si on change de driver JDBC. Ça inclut un autre truc. On va tuer les ORM. Parce que les ORM ont été conçus pour rendre toutes les databases similaires. Vous avez toujours l'impression de parler à la même chose. Or, pour faire ce que j'étais en train de faire, à savoir jouer avec du JSON qui appelle des fonctions cheloues de chez PG, etc., soit vous passez votre vie à réimplémenter tout le moteur SQL de PG dans un ORM, et là vous êtes juste en train de vous emmerder, soit vous tuez l'ORM, parce que vous en avez en fait plus besoin, parce qu'en fait il vous limite. La raison pour laquelle les gens n'ont pas compris ces nouvelles possibilités de Postgre, ces nouvelles possibilités des bases de données SQL, c'est essentiellement qu'on utilisait un ORM, et que l'ORM nous a complètement planqué le truc. Donc on ne pouvait pas se servir de ces choses-là. L'autre truc, c'est les drivers JDBC. Alors en fait, les drivers JDBC, notamment le driver JDBC de Postgre, il y a des trous dedans. Et quand vous faites des fois des trucs un tout petit peu chelous, vous vous retrouvez avec unsupported exception. Alors là, en bon geek committeur d'open source que vous êtes, vous dites « Oh, il n'y a pas de problème, j'ai qu'à aller m'en occuper. » Et là, bam, j'ouvre le code, je vais aller voir cette merde. Bon, ouais, en fait, non. Le code est un tout petit peu compliqué, le parsing est un peu bizarre. Les JDBC drivers souffrent parfois de quelques lacunes. Mais nous avons une réponse à ça. Il existe 2 trucs vraiment cool. D'abord, la capacité à faire un array to JSON. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans un tableau natif de réponse SQL, j'en fais un tableau JSON. Ça, en fait, je vais en faire un array agrégat, c'est-à-dire que je vais expliquer que ce que je veux, en fait, c'est un array. Et à chaque fois que je prends une ligne, je fais un row to JSON. C'est-à-dire je prends le résultat de ma ligne de sortie PG, et ça, bam, en fait, je veux que ce soit du JSON. Et après, je continue mes groupes by et compagnie. En fait, si vous y réfléchissez bien, ça vous donne à peu près ce JSON-là. Et en fait, ce JSON-là, c'est un JSON que vous êtes habitué à voir. Et en fait, au lieu de vous emmerder à aller éditer le driver JDBC, de vous battre en fait avec les couches JDBC,
vous le traitez juste comme du regular JSON, vous le collez dans votre Jackson ou un truc comme ça, vous désérialisez votre Jackson, fin de l'histoire, et vous faites juste de la gestion de JSON. En fait, vous lui parlez en SQL, mais vous ne parlez derrière, vous ne récupérez que du JSON. Et vous allez vous éviter énormément de problèmes cryptiques liés à l'utilisation de PG, etc., la désérialisation qui vous engueule en hébreu, etc. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que si vous voulez rentrer dans cette démarche-là, vous devez être libre dans votre esprit vis-à-vis du choix de data store, vis-à-vis de l'accès driver, et vous allez nécessairement faire quelque chose qu'on a hésité à faire pendant des années, à savoir, il y a un moment où vous allez être obligé de vous faire confiance sur la type safety. Le SQL que vous envoyez, c'est du plain text. Alors après, ça vous empêche pas d'avoir un constructeur de plain text qui vérifie qu'on échappe bien tous les caractères, etc. et qu'on n'envoie pas d'injection SQL à l'intérieur. Nous, on utilise ça, en fait, chez Clever. On fait attention à ce genre de choses. On s'assure qu'on n'est pas en train de faire du mauvais SQL. Mais par contre, vous êtes en train d'envoyer une requête SQL et vous récupérez du JSON. Et donc là, vous avez effectivement un point de casse possible. Sauf qu'en fait, si vous y réfléchissez bien, en NoSQL, vous avez exactement le même point de casse. Si vous avez fait du MongoDB Aggregation Framework, vous vous souvenez que c'est un tout petit peu compliqué à écrire. Alors pareil, on a des systèmes qui vous permettent de l'écrire en propre dessus. Si vous avez fait du Redis, vous utilisez un protocole qui est un tout petit peu bizarre. Mais on se permet à cet endroit-là de découpler en fait la type safety, de récupérer du JSON qu'on va de nouveau parser, et c'est au parsing qu'on va vérifier qu'on a bien reçu ce qu'on avait prévu de recevoir. Alors là commence à fleurir un certain nombre de commentaires qui sont du genre, oui, du coup PostgreSQL explose Mongo. Mongo, en fait, ça sert à rien, c'est de la merde. Et en fait, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Parce qu'en général, quand on réfléchit à ça, on se dit, du coup, j'ai couvert mes cas d'usage en termes de requêtage, en termes d'usage, il y a de la performance, c'est cool. Sauf que vous avez un certain nombre de choses qui sont fournies dans Mongo, qui sont pas du tout fournies dans PG et qui seront probablement jamais fournies dans PG. La première chose, c'est l'atomicité des changements à l'intérieur d'un JSON. En fait, vous pouvez dire à Mongo, dans telle clé de JSON, dans tel tableau, je veux ajouter un élément. Et lui, il va vous garantir que les éléments ajoutés dans le tableau vont être faits de façon atomique. Ça, vous pouvez pas le faire dans PG. Vous êtes obligé de réécrire la totalité du JSON. Vous n'avez pas d'opération sur un JSON possible à faire. Aujourd'hui. Ensuite, avec le nouveau moteur de Mongo, le nouveau moteur de stockage de Mongo, vous pouvez faire de l'insertion concurrente. Encore une fois, PG vous le permettra pas. PG, c'est quelque chose qui s'occupe de quelque chose d'acide et qui vous garantit que les éléments ont lieu les uns après les autres, etc. Il y a un bottleneck à l'insertion. C'est pour ça que vous l'aimez. C'est l'intérêt d'utiliser PG dans le cas présent. Mais du coup, ça peut également être un coût. Si vous êtes sûr d'avoir un énorme throughput d'écriture, c'est pas une bonne idée. Et ensuite, si votre data store il devient énorme et qu'il fait 18 terabytes de data, vous pouvez pas le shard sur un PG. Vous allez avoir besoin du moteur de shard et de réplica d'un Mongo. Parce que PG, vous allez toujours avoir des modèles en master-slave au mieux. Mais vous avez de toute façon un réplica complet de la donnée sur l'ensemble des moteurs exécutant PG. Vous pouvez pas vous permettre de dire, c'est pas grave, c'est clusterisé, advienne que pourra. Et donc ça, c'est relativement gênant. La haute availability également. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer un moteur, si vous êtes en full PG, vous avez du master slave. Alors même si vous faites de l'élection de master à la volée, etc., vous pouvez potentiellement avoir un problème à un moment de disponibilité de votre donnée. Si on réfléchit au problème en choisissant un data store, ça devient un vrai job d'architecte. C'est pas... un data store, c'est pas genre c'est cool, ça correspond à mon périmètre fonctionnel. Vous devez penser à l'ops, vous devez penser aux contraintes futures, et vous devez penser à vos contraintes business. Et surtout, vous devez penser que votre architecture va être en évolution dans le temps. Donc quand vous choisissez un data store, vous essayez de faire un boulot d'architecte complet et de faire des tests profonds dessus. Ça, c'est très important, vous devez faire des tests. C'est d'ailleurs ce qui va me permettre de faire un shameless plug absolu. C'est que si vous voulez essayer PG sans vous emmerder sur votre machine, il y a un plan de dev
rapide chez Clever Cloud qui est gratuit et c'est un one-click installer, c'est-à-dire vous cliquez sur un truc et en 2 secondes vous allez avoir une base de données PG qui se lance. Et ça c'est valable pour énormément de NoSQL également, soit chez Clever Cloud, soit ailleurs dans le cloud. Vous avez des plans de tests gratuits et donc quand vous testez une base de données pour la première fois, évitez d'essayer de l'installer au sein de votre ordinateur. Testez-la comme ça dans quelque chose de libre pour être capable de découpler vos problèmes. Je me rends compte qu'en fait j'ai été super rapide sur le début de mes slides et donc que j'ai fini. J'espère que ça vous a été enrichissant et je suis disponible pour vos questions. Je vous ai également mis un coupon de réduction sur Clever Cloud, sachant qu'il y a déjà un free trial. Voilà, merci à tous. Alors, au niveau du requêtage du JSON, est-ce que c'est du JSON Pass? En fait, non, pas du tout. C'est des fonctions dédiées à PG qui font ça. C'est simple à employer, mais ah oui, tu peux complètement naviguer dans le JSON, mais c'est pas du JSON Pass. C'est tu fais ta vie dessus. Donc, par rapport à la relation avec des ORM, est-ce que ça va poser problème? Oui. En fait, à partir du moment où tu rentres dans cette relation-là, tu tues les ORM. Mais en fait, si tu réfléchis bien, les ORM, ils te modélisent ta base de données n'importe comment, ça te chie ta base de données. Ils font des requêtes qui sont n'importe comment. Quand tu as besoin de faire du réel tri, les 3/4 des développeurs Java que je connaisse, pour finir, en fait, ils importent globalement les 3/4 de la table et ils refont le tri à la mano de l'autre côté parce qu'en fait, les capacités de critères de l'ORM sont tellement faibles qu'on peut pas s'amuser, etc. Ce qu'il faut bien voir, et ça c'est un modèle, que vous soyez en train de faire du NoSQL ou que vous soyez en train de faire du SQL comme ça, mais en essayant de vous amuser un peu avec le SQL et en profitant réellement de la puissance de vos moteurs de stockage, les ORM meurent. Parce que fondamentalement, les ORM sont des moins-disants technologiques. Donc, si vous voulez utiliser toute la puissance de la technologie que vous employez, c'est parti. Mais il y a des gens qui sont en train de s'éclater à coder des ORM pour NoSQL multi-pattern et capables de traiter la totalité des problèmes différents des NoSQL. Ok, éclatez-vous les mecs, mais de toute façon, on va être en train d'être moins-disant sur les capacités de la base de données NoSQL qu'on target. Donc, fondamentalement, ça va pas très bien se passer avec les ORM. Après, si tu es dans une période de transition, bah en fait, tu vas faire un espèce de wrapping un peu ignoble dans un coin de ton ORM qui te permet de pouter du JSON. Et en fait, quand tu as besoin de réellement requêter ton JSON, etc., tu vas aller faire des requêtes directement en JDBC ou la légère surcouche JDBC que tu vas employer et travailler au-dessus. Et puis, bah, quand t'en as pas besoin, tu vas travailler sur ton plain old ORM qui va te coller un JSON object quelconque désérialisé dans ton objet. Mais fondamentalement, la cohabitation peut devenir quelque chose d'assez désagréable. D'autres questions? Ouais. Tu disais en début d'utiliser absolument les énigmes de Postgre. Et tu as des bonnes façons de faire pour ajouter une valeur dans un énigme sans avoir updaté toute la table. Alors, les énigmes de Postgre, comment on fait pour ajouter une valeur dans un énigme sans updater toute la table? C'est-à-dire quand tu dois changer des valeurs de toute la table ou... T'as un énigme qui a une valeur début, milieu, fin et tu veux rajouter un peu avant la fin. Ouais, alors non, tu n'ajoutes jamais un peu avant la fin. C'est du append only. Sinon... T'as 3 valeurs dans ton énigme, t'en veux une quatrième. Alors, la quatrième, ça se passe très bien, puisqu'en fait, elle n'existe jamais dans la table. T'as 3 valeurs dans un énigme, t'en ajoutes une quatrième, elle n'existe jamais dans la table, t'as rien à updater, ça va bien se passer. Ce qui va très très mal se passer, c'est quand tu essayes de supprimer une valeur, ou de remplacer une valeur, mais qui n'ont pas le même sens. Renommer une valeur, c'est pas très compliqué. Remplacer une valeur qui n'aura pas le même sens, ça va très bien, enfin, ça va pas bien se passer. Du coup, si en fait, il y a une valeur d'énigme dont t'as plus besoin, ce que tu fais, c'est que tu n'y touches surtout pas, elle continue à exister, et tu colles une contrainte sur ta table, disant que cette valeur n'est censée jamais être existée. Et du coup, ça va te jeter à l'insertion si tu essayes de faire quelque chose comme ça.
Mais ouais, les enums, leur modification peut devenir extrêmement tricky. Après, fondamentalement, ça marche, mais t'es obligé d'updater toute la table. Et t'as pas nécessairement envie d'updater toute la table. Après, c'est une autre philosophie et qui est liée aussi à ce qu'on a vu dans la big data, c'est que fondamentalement, moi, j'essaie de jamais faire d'update et de jamais faire de delete. J'essaie de toujours faire du insert. Si tu fais de l'insert, c'est que tu es en train d'ajouter de la donnée et donc que tu as gardé les anciens événements. Donc tu vas faire un update de changement de statut effectivement d'un enum, mais tu vas éviter de faire des choses trop compliquées sur ta table. Mais ouais, voilà. Sur les enums... De mémoire, l'alter sur les enums n'existe pas. Si, tu as un alter sur les enums. Non, 9.2.9.3, je l'utilisais déjà. Non. Ouais. Ça marche très bien. En fait, ouais, donc pour ceux qui n'ont pas entendu, les join et la outer join sur les change JSON, ça marche très bien parce qu'en fait, du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit les datas et elles deviennent des datas en fait purement du type PG. Donc lui, après, il les compare avec des datas d'un type PG. Et comme d'hab, si tu crées les bons index, tu auras des bonnes performances. Après, potentiellement, si tu fais pas tes créations d'index, ça peut devenir extrêmement coûteux, surtout si ton JSON de payload est un petit peu massif. Nous, on a une tendance, enfin en bonne pratique, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand on a un payload comme ça, qui est en fait quelque chose qu'on a crawlé d'un service tiers, on backup toujours, au moins, même si on normalise légèrement les champs, etc., et qu'on garde des JSON dans un coin, on va toujours garder le payload crawlé à un moment donné, qui est le payload qui nous a permis d'extraire la normalisation. On va le garder dans un champ, parce que on sait jamais, on pourrait en avoir besoin. Et ça nous a sauvé les fesses, mais un paquet de fois incroyable. Parce que du coup, en fait, on est capable dans le code de se souvenir pourquoi on a fait telle normalisation. Donc encore une fois, ça c'est une très très bonne pratique et je vous recommande de le faire. Mais après, oui, il n'y a aucun problème avec les joins, etc. C'est même l'intérêt du truc. C'est que du coup, tu récupères la puissance SQL du truc. C'est l'intégralité du champ JSON qui est transformé en colonne, on va dire, et en champ qui est fait dans votre directement. C'est que ceux qui sont référencés dans les requêtes qui vont être à la volée réinsérés dans les colonnes ou... Ouais, en fait, c'est ça. C'est uniquement à la volée dans la requête. Et si c'est dans un index, il va employer l'index dessus. Mais c'est à la volée dans la requête qu'il va faire ces transformations. Tes étapes temporaires vont grossir. Tout comme quand tu utilises du NoSQL, t'as des choses comme Mongo, si tu tapes un peu dessus en faisant des transformations, tes caches vont grossir exponentiellement. Mais ça, de toute façon, ça, on n'a jamais le choix. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à toi de gérer l'état du cache et des étapes temporaires, etc. Lui, il est capable de se rendre compte lui-même qu'il a fait une connerie et de déléter tout, etc. Encore une fois, c'est une solution de simplicité extrêmement intéressante, surtout quand tu manipules pas nécessairement des valeurs qui sont extrêmement élevées. Nous, on a l'habitude de dire qu'en dessous de 2000 requêtes par seconde, normalement, ça devrait bien se passer. Ouais. Alors, excellente question. Qu'est-ce qui se passe si ton champ de JSON n'existe pas? En fait, chaque fonction d'appel est paramétrisable. Donc, les comportements par défaut, c'est que du coup, il le sort, ou il met du nul, ou il met ce genre de choses. Où il va pas le crawler quand t'as mis un where, etc. Donc par défaut il va ignore en fait, enfin il va se démerder pour ignore, mais t'as moyen de dire genre fais planter la requête si ça se passe pas comme prévu, parce que je voulais que mon JSON soit normé. Après c'est incompatible avec la pensée que sur ce truc là t'es en schema-less, et donc voilà, normalement t'as pas à faire ça, parce que théoriquement ça tu l'as collé à un autre endroit de ta table avec des contraintes un peu fortes dessus, parce que tu voulais avoir des contraintes un peu fortes dessus. Mais fondamentalement, le principe de base, c'est qu'il va ignore. Ouais, oui, c'est pour ça que je te dis, si tu veux en faire une action, notamment de casse, c'est possible, dans la plupart des cas, dans des paramètres de fonction. Si tu veux te comporter comme normalement dans un schema-less, il va ignore la ligne qui est pas concernée, puisqu'elle est pas concernée, elle a pas la data, donc elle est pas concernée, basta. Et c'est comme ça qu'il va se débarquer, il va décider que c'est nul et basta. Enfin, c'est non créé et basta. Mais du coup, ouais, c'est plutôt bien conçu pour faire du vrai schema-less comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où il y a un JSON qui est pas du tout formé pareil, pour une raison, mais
débile, c'est pas grave. Par ailleurs, je donne un talk extrêmement pertinent sur la notion de mettre toujours des numéros de version de vos données non structurées. C'est-à-dire que quand tu crées une donnée non structurée, tu vas toujours te débrouiller pour lui mettre un type, un ID, un pattern, moi j'appelle ça le pattern name, donc où tu dis bah ça c'est une track Spotify, donc Spotify track, dans la version 1, 2, 3, 4, et là pour le coup vous utilisez un serial, parce que comme ça tu sais à peu près de quoi tu es en train de parler, et au moment où tu as, parce que c'est comme ça, le besoin d'updater la table, ou alors le moment où tu dois traiter cette donnée à l'insertion dans ton code, tu peux le créer dans le proxy ORM, dans le proxy de Data Access Layer, tu peux gérer ce problème-là. Donc voilà, ce talk est disponible sur le net, je l'ai donné genre 2000 fois. Donc. D'autres questions? Ouais. Donc la question est sur le fait d'abuser des index et de se retrouver avec des fichiers d'index énormes et surtout des temps d'insertion extrêmement longs. Il y a toujours ce risque-là. En fait, le risque avec les index et les contraintes, c'est de tomber sur l'espèce de malade mental qui a lu 3 fois Meurice et qui pense qu'il faut tout normaliser, etc., machin, et ou l'espèce de fou furieux qui décide de coller des index partout parce que les index c'est bon pour la performance. Mais en fait, le mec ne sait pas de quoi il parle. Il est en train de coller tout, n'importe quoi. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai vu pire. Moi, j'ai vu des scripts PHP qui, pour chaque colonne, c'est-à-dire que l'ORM PHP de base, pour chaque colonne, te générait un index. Comme ça, les mecs, ils étaient... Voilà. Et après, ils prenaient chaque colonne 2 à 2. Et ensuite, ils prenaient chaque colonne 3 à 3. En fait, le mec générait tous les index possibles, blancs. Et en fait, manque de peau, quand il faisait du SQL, en fait, il se servait pas de l'index qu'il créait parce qu'il avait ajouté une fonction. Du coup, en fait, les index servaient pas. Par contre, à l'insertion, t'avais un coup, genre, bam, l'insertion, quoi. Si, bien sûr, des gens qui abusent des index, il y en a, mais ça, t'en trouveras partout. Des malades mentales qui te collent 80 index sur la même table, dont des index qui servent à que dalle, et puis 70 contraintes de fou, dont des contraintes sur le JSON, alors qu'en fait, la contrainte sur le JSON, t'as moyen de la lever, mais 2000 bornes avant, parce que de toute façon, tu vas rejeter l'enregistrement si le service web te répond pas ce qu'il faut, etc. Oui, sûr. Mais j'ai envie de te dire, pas plus que d'habitude. C'est-à-dire que oui, tu vas tomber sur des problèmes. Oui, c'est des index qui sont coûteux, puisque tu joues dans du JSON à l'insertion, même si des fois ils sont effectués asynchroniquement, parce que tu sais, tu peux configurer les index pour lui dire genre j'insère, puis ensuite fais les index. Tout comme tu peux lui dire genre je fais les index de suite. Donc tu vas toujours tomber sur des gens qui vont abuser, et donc le risque d'abuser existe et il faut juste se méfier. Voilà. Oui. Master, slave, élection automatique de master. C'est la meilleure réponse que je peux t'apporter. Sachant que l'élection automatique de master est en soi un truc qui merde relativement souvent, et que le master slave implique de jouer un petit peu sur les choses. Je ne saurais trop vous recommander, tout comme quand on fait des applications web, on met toujours un reverse proxy devant parce que c'est toujours mieux d'avoir un point d'entrée qui n'est qu'un passe-plat et que c'est plus simple, et qu'en plus les gens faisant globalement n'importe quoi avec les network connections, c'est toujours bien d'avoir un truc qui prend toutes les network connections dans la gueule et de voilà. Je ne saurais trop vous recommander que d'utiliser un pooler en front de votre base de données, et un PG pool va vous permettre d'assurer que toutes les connexions sont établies sur le pooler et que c'est le pooler qui va gérer proprement les connexions à la BDD, et c'est donc le pooler qui va être capable de également travailler au moment du changement de master. De manière générale, démerdez-vous pour toujours avoir un pooler quand vous faites ce genre de choses. Nous, on a été obligés d'en mettre partout chez Clever parce que vous n'imaginez pas la quantité de gens qui considèrent que ouvrir 500 connexions à la base de données est une excellente idée. Et derrière, vous avez une base de données où les mecs décident de lancer 4 instances de plus, la base de données elle prend tellement de connexions dans la gueule que là, le processeur se plante, et les mecs sont là genre oui, non, je sais pas, je comprends pas, machin. Donc oui, non, c'est sûr, vous aurez toujours des malades mentaux pour vous sortir des schémas de l'espace. Donc, basiquement, hormis te répondre master slave avec élection automatique de master,
slaves pouvant être au pluriel avec élection automatique de master, j'ai pas d'autres solutions à te proposer. Ce qui veut dire que si tu rentres dans la logique de mon data store est trop gros, donc il va falloir que je charge mon data store, mais c'est pas grave, j'ai continué à le faire dans une PG. En fait, tu es en train de faire une connerie parce que tu es en train de déporter toute la logique de sharding au sein de ton applicatif. C'est une logique qui est super casse-couille à mettre en place. Donc là, tu es en train de réinventer la roue. Et c'est en fait que tu as atteint les limites du modèle que j'ai décrit. Ce modèle que j'ai décrit, encore une fois, marche tant que tu t'appelles pas Facebook. C'est-à-dire que le modèle, t'as des contraintes qui sont liées au bottleneck, qui sont liées à l'acidité, etc. Et qui fait que de toute façon, à un moment, t'es niqué. Mais ça veut dire que t'as des disques durs, t'as 500 gigas utiles sur tes serveurs. Au moment où t'as 450 gigas utiles, tu dis c'est pas grave, on va changer de serveur, tu passes à 1 Tera utile sur tes serveurs et tu commences immédiatement les 6 mois de redéveloppement qu'il te faut pour sortir de cette situation-là qui va vers la fin du monde. Mais ça c'est un truc qui est très important. Vous pouvez mettre des time bombs dans votre code, mais c'est juste qu'au moment où vous mettez cette time bomb, vous mettez un trigger fort de la time bomb va exploser, et vous ne vous en servez pas pour ouais c'est pas grave. C'est la time bomb va exploser dans 6 mois, donc on recode tout de suite le truc qui était cette time bomb. Mais le temps qu'on a gagné à ce moment X du projet fait que la boîte est rentable maintenant ou whatever. D'autres questions? Ouais. À un moment, tu as parlé de faire que des inserts au niveau de la base de données. Ouais. Faire de get to delete. Du coup, j'entends event sourcing. Ouais. Quand justement, si je commence à faire de données SQL, justement pour essayer de normaliser un peu la donnée, justement, faire de event sourcing. Oui, alors, il y a faire que de l'insert d'un point de vue pratique et faire que de l'insert d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire essayer de jamais être destructif sur la donnée, toujours conserver des archives de ta donnée, même si juste flaguer un truc, tu peux faire un update qui soit juste changer un flag et créer la nouvelle version, au lieu de juste mettre à jour le truc sans enregistrer la version précédente. Évidemment, quand tu fais du SQL, tu as besoin de normaliser ta donnée, donc tu vas faire des updates, etc. Je suis bien d'accord avec toi. Sinon, tu fais du vrai event sourcing et là, t'as pas beaucoup de choix technologiques en fait pour l'instant. C'est pour ça que nous, on se retrouve des fois à faire du pseudo event sourcing avec une RabbitMQ qui est bricolée avec une PG, qui est bricolée avec bidule, et on a du pseudo event sourcing. Mais d'un autre côté, sortir Kafka pour traiter 200 messages par jour, enfin c'est le plaisir d'enculer des mouches quoi. Mais c'est pas que Kafka est une mauvaise techno, c'est juste que si t'as 200 messages par jour, le cluster Kafka, il va vraiment se faire chier, quoi. Mais voilà, c'était plus au sens philosophique qu'au sens pratique, où tu ne fais que de l'insert, etc. J'ai des super stickers pour ceux qui veulent. Les Hosting Power, les Never Gonna Let You Down, toutes ces conneries-là qu'on fait chez Clever Cloud. Je pense que le time's up et qu'il faut que je vous rende au café à partir de maintenant.